J'ai parcouru le monde ces 2 dernières années. Et ce que j'ai vu et appris sur le changement climatique m'a complètement terrifié. La planète se réchauffe, les glaciers fondent, le niveau de la mer monte. Trouvons une solution. Nous vous demandons de protéger la Terre. Sinon, tout ce que nous sommes et tout ce que nous aimons va disparaître. Dans le monde entier, la température a déjà augmenté de 0,8 degrés depuis l'époque pré-industrielle. Les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère ont atteint les niveaux les plus élevés depuis au moins 800 000 ans. Selon nos capacités à maîtriser nos émissions futures, le thermomètre pourrait encore gagner jusqu'à 5 degrés d'ici 2100, ce qui aurait un fort impact sur la vie sur Terre. Même dans les scénarios plutôt optimistes, l'accélération du réchauffement climatique menace les ressources disponibles en eau potable et la sécurité alimentaire de millions de personnes. Les 4 principales cultures vivrières mondiales, blé, maïs, riz, soja, vont perdre en productivité. Et pourtant, d'ici 2050, il faudrait doubler la production alimentaire pour nourrir les 9 milliards de personnes que comptera la planète. Parallèlement, 20 à 30% des espèces animales et végétales sont menacées d'extinction, les variations de température étant trop rapides pour qu'elles s'adaptent. Pour chaque degré Celsius de réchauffement moyen, le niveau de la mer s'élèvera entre 26 et 98 cm d'ici la fin du XXIe siècle en raison de la fonte des glaces. Cela provoquera des phénomènes migratoires de grande ampleur. Même 30 cm de hausse peuvent avoir un impact considérable, aggravant les phénomènes climatiques extrêmes. Tempêtes, sécheresses, inondations ou glissements de terrain. L'eau des glaciers terrestres se raréfiant, le débit des fleuves va diminuer, pesant ainsi sur la production hydroélectrique ou l'agriculture. Affecter également les océans, les importantes migrations de stocks de poissons vers les eaux fraîches redessinent la carte des zones de pêche, privant ainsi certaines populations d'une ressource alimentaire essentielle. Enfin, les effets cumulés du réchauffement climatique vont exacerber des conflits violents dans certains pays pour des terres ou des ressources en eau. L'inertie du changement climatique est considérable, de l'ordre de plusieurs siècles, et elle est due aux émissions de CO2 passées, actuelles et futures. L'ampleur et l'impact de ces changements dépendront des choix d'aujourd'hui. Gwenaël Floch est maraîcher bio depuis 6 ans. Avec son associé et 2 salariés, il produit des légumes sous serre sur 5000 m² à côté de Rennes. Le dérèglement climatique, pour Gwenaël, c'est d'abord un hiver trop doux qui favorise les ravageurs. Là, on est en plein mois de janvier, les colonies de pucerons sont déjà bien implantées. Si le redout continue, ça va aller de manière exponentielle et puis des fois il y a des cultures entières qui sont jetées parce qu'elles sont complètement prises par le puceron, quoi. On a de plus en plus ce type de problème, donc je sais pas trop, on va voir comment on va s'adapter, est-ce qu'on va arrêter de faire certaines cultures. Je sais qu'au printemps déjà, comme on a des printemps aussi qui sont souvent très précoces, février-mars peut être très très beau, donc si les pucerons en sortie d'hiver n'ont pas été tués par le froid et qui sont encore présents, c'est la catastrophe. Salades, courgettes, tomates, concombres poussent ici selon les saisons et sont vendus en circuit court. Mais désormais, les attaques d'insectes et de limaces commencent très tôt dans l'année. Pas assez de froid en hiver et pas assez de prédateurs naturels. Avant, il y avait quelques périodes dans l'année où on était embêté. Maintenant, c'est sur une période beaucoup plus large et sur une diversité de légumes de plus en plus grande, quoi. On a un suivi sur la lutte bio, donc ça permet, on essaye de faire du préventif au maximum. Toujours de faire des lâchers d'insectes en début de saison pour que l'auxiliaire soit aussi présent, que si le parasite se développe, qu'il y ait déjà l'auxiliaire qui se développe en parallèle, quoi. Quelques kilomètres plus loin, la ferme de Jean-Paul Ignet. Ici, des plantations de légumes aussi, mais surtout des pommiers, le tout en bio et en circuit court. L'essentiel du chiffre d'affaires provient du cidre produit sur place, mais Jean-Paul Ignet s'inquiète pour son verger. L'hiver, donc on devrait avoir des périodes plus froides pour que ces arbres-là rentrent ce qu'on appelle en dormance, donc pour que la sève descende et ne reste pas dans le branchage. Et puis c'est de moins en moins vrai. Ce qui fait que ça
ça fatigue les arbres. Et du coup là on a du mal à corriger ça parce que on ne peut pas jouer sur l'effet climatique. Pour limiter le dérèglement du climat, l'agriculture a malgré tout un rôle à jouer, car si elle subit ce changement, elle en est aussi responsable. En Bretagne, elle émet 40% des gaz à effet de serre d'origine anthropique, soit 2 fois plus qu'au niveau national. Changer les pratiques, notamment dans l'élevage, est devenu incontournable. Pourquoi devons-nous changer notre système alimentaire ? Chaque jour, vous devez vous nourrir, comme les 7,2 autres milliards d'habitants de la planète. D'ici 2050, 2 milliards de personnes supplémentaires vous rejoindront. Pourrez-vous alors continuer à vous nourrir de la même manière ? Observons ensemble 4 exemples de limites de notre système alimentaire. Première limite, une personne sur 3 souffre de malnutrition. En effet, 794 millions de personnes souffrent de la faim et 2 milliards de personnes n'ont pas un accès suffisant aux vitamines et minéraux nécessaires à la croissance. À l'inverse, 1,9 milliard de personnes mangent trop et 600 millions d'entre elles sont obèses. Ainsi, de plus en plus de personnes sont atteintes de maladies telles que le diabète de type 2. Deuxième limite, notre nourriture est trop riche en matières grasses, sucre, sel et viande. Ce type d'alimentation a des impacts sur la santé et l'environnement. Par exemple, il contribue à l'augmentation des maladies cardiaques et des gaz à effet de serre par la production de viande. De plus, notre nourriture est moins diversifiée. 75% de l'alimentation mondiale provient seulement de 12 plantes, dont le riz, le maïs et le blé, et de 5 espèces animales, dont le bœuf, le poulet et le porc. Troisième limite, 1/3 de la nourriture est gaspillée. Parmi toute la nourriture produite, 1/3 n'est pas consommée, mais jetée. Quatrième limite, les ressources naturelles sont fragilisées. Les sources d'eau fraîche s'épuisent et les ressources en eau sont polluées. 33% des sols sont dégradés. La biodiversité est menacée, les forêts tropicales disparaissent et de nombreuses plantes et animaux sont en voie d'extinction, comme les abeilles. Ces problèmes sont intensifiés par le changement climatique. Ces limites montrent bien que notre système alimentaire doit être transformé. Chaque étape du système alimentaire, production, transformation, distribution, consommation, doit donc être ajustée, notamment pour fournir une nourriture plus saine à une population croissante et aussi pour réduire son impact environnemental. Mais il s'agit surtout de favoriser la rencontre de tous les acteurs impliqués. Gouvernements et représentants sanitaires, producteurs, consommateurs, commerçants, pour faire tomber les murs, confronter tous les points de vue et définir ensemble les actions nécessaires afin de produire et manger différemment. Par exemple, diminuer les émissions de gaz à effet de serre et baisser la surconsommation. Vous aussi participez au changement. Interrogez-vous sur la nourriture que vous produisez ou achetez, mangez équilibré et réduisez votre gaspillage de nourriture. Alors, le thème que je vais aborder dans la conférence est celui de la relation entre notre alimentation et le réchauffement climatique. À savoir que fabriquer des aliments, ça se traduit quand même par des émissions de gaz à effet de serre et la question devient un petit peu de savoir dans notre alimentation comment on pourrait, à travers cette alimentation, réduire les émissions de gaz à effet de serre et on verra parfois, y compris, on peut séquestrer du carbone dans les sols. Alors les émissions de gaz à effet de serre, c'est évidemment l'industrie agroalimentaire, c'est aussi quand nous préparons nos plats, c'est aussi la réfrigération, mais ça c'est les aspects, je dirais, mineurs. Pour l'essentiel, les émissions de gaz à effet de serre dans notre alimentation, c'est l'agriculture elle-même, à hauteur de 57%, et le reste c'est le transport, de l'ordre de 15%, et dans les 15%, assez curieusement, les gens ne le savent pas, mais c'est le transport quand les gens prennent leur voiture pour aller dans un supermarché, déposer leur voiture sur un parking, faire leurs courses et retourner à la maison.
Et donc là, effectivement, on pourrait commencer à dire, si on veut limiter les émissions de gaz à effet de serre liées au transport, plus encore que le transport des yaourts, des marchandises qui vont d'un endroit à l'autre de la France ou de l'Europe, c'est déjà réhabiliter le commerce urbain et éviter ce déplacement du centre-ville vers la banlieue avec sa voiture pour ensuite ne transporter qu'un cabas de nourriture. Après, c'est effectivement dans l'agriculture qu'on peut contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à séquestrer du carbone. Réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est réduire les émissions de gaz carbonique, ça c'est éviter les labours et c'est éviter la déforestation. Alors en France, il y a très peu de déforestation, mais quand nous mangeons des poulets qui sont élevés avec du maïs et du soja brésilien et qu'il a fallu déforester la forêt amazonienne pour nourrir nos poulets, nous contribuons malgré tout à la déforestation, même si ça se passe dans les pays du Sud, par exemple Argentine et Brésil. Le deuxième gaz, c'est le méthane. Le méthane, c'est quand les vaches ruminent. Là, effectivement, le méthane est un gaz plus réchauffant encore que le gaz carbonique et c'est la deuxième contribution mondiale au réchauffement climatique. Alors là, il faut être honnête, ce n'est pas tant les élevages du Massif central, ni même les éleveurs bretons, mais c'est surtout les grands ranchs d'élevage Brésil, Argentine, ou alors les vaches sacrées en Inde, qui, vous savez que l'Inde est le premier producteur mondial de lait au monde, mais la production de lait n'est que de 2 à 3 litres de lait par vache, donc ça fait peu de litres de lait par humaine, ça fait beaucoup de méthane par litre de lait, et c'est surtout, j'allais dire, dans ces deux catégories de pays que l'on pourrait assez facilement réduire les émissions de gaz à effet de serre, assez facilement, j'entends sur le plan technique, parce que dire aux vaches sacrées de produire soit davantage de lait ou d'être maniées autrement, ça c'est effectivement peut-être sans doute beaucoup plus difficile. Et puis un gaz dont on parle très peu, qui est le troisième à l'échelle mondiale dans la contribution de l'agriculture au réchauffement climatique, mais qui est le premier dans les pays industriels et en particulier en France, c'est le protoxyde d'azote. Le protoxyde d'azote en France représente plus de 51% de la contribution de l'agriculture française au réchauffement climatique global et au dérèglement. Et là, c'est un gaz qui est émis quand on épand des engrais azotés de synthèse. Donc ça ne concerne pas l'élevage, ça concerne plutôt l'agriculture. Et là, très clairement, le plus facile, techniquement parlant, en France, pour réduire la contribution de notre alimentation au réchauffement climatique, ce serait de ne plus mettre d'engrais azotés de synthèse, de remplacer cette fertilisation chimique par une fertilisation biologique via des plantes qu'on appelle de l'ordre des légumineuses, qui permettent de nourrir des ruminants, qui permettent de nourrir des cochons et des volailles, qui nous éviteraient d'importer du soja en provenance du Brésil, qui nous éviterait de la déforestation au Brésil et qui nous éviterait en France les épandages d'engrais azotés de synthèse et ces émissions de protoxyde d'azote. Écoutez, je suis ravi d'être ici ce soir parmi vous pour vous partager une vision, un projet de société. Depuis que j'ai 20 ans, j'essaie de trouver des solutions pour changer le monde, avec toute mon énergie, mes convictions. Et en fait, à force de chercher, j'ai réalisé qu'on avait un partenaire de choix à nos côtés, un partenaire qu'on avait tendance un petit peu à oublier, voire à malmener. C'est pas n'importe quel partenaire, c'est un laboratoire incroyable, qui a 3 milliards d'années d'expérience. C'est le laboratoire du vivant. La nature a réussi à développer des technologies incroyables pour relever tous les défis auxquels elle avait été confrontée. Des technologies sobres en énergie, parce qu'elles ne fonctionnent qu'avec l'énergie du soleil. Des technologies résilientes, qui savent donc s'adapter. Des technologies qui ne produisent pas de déchets. Gaudi disait « L'architecte du futur construira en imitant la nature parce que c'est la plus rationnelle, durable et économique des méthodes. » Et il avait raison. C'est en observant les libellules qu'on a réussi à faire voler un hélicoptère. Les ingénieurs japonais, pourtant brillants, ont fini par faire un simple copier-coller du nez du martin pêcheur pour dessiner leur TGV. S'inspirer de la nature, ça s'appelle le biomimétisme. Alors il y a une américaine, Janine Benyus, une précurseur en la matière, qui a écrit un livre incroyable sur le sujet, un livre passionnant. C'est un gros pavé de 600 pages dans lequel elle référence toutes les solutions propres et circulaires qu'on pourrait adapter de la nature à nos enjeux de société, en matière d'énergie, de transport, de santé, de gestion de l'entreprise et d'alimentation. Elle consacre le premier chapitre de son livre
à l'agriculture. Et elle conclut ces 70 premières pages en disant que si nous sommes réellement, sincèrement convaincus qu'il faut créer un nouveau monde pour le bien des générations futures, alors la première brique, le socle sur lequel on doit ériger ce nouveau paradigme, c'est l'agriculture. Du coup, je me suis beaucoup intéressé au sujet, et j'ai compris pas mal de choses, notamment comment l'histoire de l'alimentation et de l'agriculture avait été remodelée dans un contexte de pétrole pas cher. En 50 ans, on a divisé par 25 notre efficacité énergétique pour produire de l'agriculture, pour produire de l'alimentation. En 1940, avec 1 calorie fossile, on arrivait à produire 2,4 calories alimentaires. Aujourd'hui, il nous faut 7 à 10 calories fossiles pour produire 1 calorie alimentaire. C'est incroyable, non? Mais à quoi c'est dû? C'est dû à nos méthodes de production, à coups de tracteurs qui brûlent 25 litres de gasoil par heure. C'est dû à l'épandage massif de produits pétrochimiques. C'est dû aux emballages. C'est aussi dû au fait, quand vous mangez un plat cuisiné, qu'il a parcouru 1500 km avant d'arriver dans votre assiette. Heureusement, en matière d'alimentation et d'agriculture, la nature a beaucoup à nous apprendre. Une forêt, par exemple, produit 600 fois plus de matière, 600 fois plus de biomasse qu'un champ de blé. Alors s'inspirer de la nature pour faire de l'agriculture, ça s'appelle de la permaculture. Ça vient de culture permanente. En fait, si on veut être rigoureux, la permaculture, c'est l'art et la philosophie de concevoir des écosystèmes humains équilibrés. C'est donc pas à proprement parler une méthode agricole. On peut faire de la permaculture en gérant son entreprise, en gérant sa famille, qui doivent être des écosystèmes humains équilibrés. On peut faire de la permaculture en construisant un bâtiment à énergie positive, ou bien en produisant des objets à partir de déchets, grâce par exemple à des imprimantes 3D. Donc qu'est-ce qu'elle nous apprend la nature? Qu'est-ce qu'elle nous apprend la nature? Elle nous apprend pas mal de choses. Le premier enseignement qu'on peut prendre de la nature, c'est que la Terre ne doit jamais être à nu. Vous ne verrez jamais, dans la nature, un bout de terre sans rien dessus. Dès qu'un rayon de soleil arrive sur le sol, une plante se développe, fait de la photosynthèse et se développe. Et c'est tant mieux, c'est important les plantes, parce que c'est grâce aux plantes qu'il y a de la vie dans le sol. Vous imaginez bien que dans toutes les plaines céréalières de la Beauce, qui restent à nu pendant une grande partie de l'hiver, les vers de terre n'ont plus rien à manger, les décomposeurs n'ont plus rien à décomposer. Et puis quand il n'y a pas de plantes, il n'y a pas de racines non plus. Donc quand il pleut, il n'y a plus rien pour retenir la terre, elle s'érode, le sol se déstructure et on perd des tonnes d'humus, des tonnes de fertilité chaque année. D'ailleurs, vous le voyez bien, dans les rivières, à la fin de l'hiver, toute la terre charriée qui sort de nos champs. Alors pour éviter ça, en permaculture, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on paille, on couvre le sol, avec de la paille, comme je le dis, ou avec de la tonte de gazon, du BRF, donc du bois raméal fragmenté. On peut aussi faire des engrais verts. Donc des engrais verts sont des plantes qu'on met entre deux cultures, dans une rotation. Et ces engrais verts, ils fixent de l'azote dans le sol, ils fertilisent donc. Et c'est ça qui est génial dans la permaculture. C'est qu'une action peut avoir plusieurs incidences, plusieurs fonctions. Quand on met de la paille sur le sol, ça crée de la matière organique, ça entretient la vie du sol. Mais ça permet aussi d'éviter la pousse des adventices, les mauvaises herbes, parce que ça opacifie le sol. Et donc du coup, on économise beaucoup en désherbage. Mais la paille, ça permet aussi d'économiser de l'eau, puisqu'en fait, ça limite l'évapotranspiration de la terre. Et donc, ça garde une fraîcheur, une vraie humidité. Voilà le type d'idée qu'on peut avoir grâce à la nature pour cultiver. Un autre enseignement de la nature qui est très important, c'est la culture de la diversité. C'est impossible de savoir combien il y a d'espèces vivantes dans 100 mètres carrés de forêt, tellement il y en a. Et c'est ça, c'est justement la clé de la productivité, c'est la diversité. En permaculture, on essaie de faire pareil. Du coup, on essaye d'avoir le plus d'espèces en présence. On fait des associations de culture, on plante des arbres, on essaie de se rapprocher de la forêt comestible. On essaye d'être accueillant pour les insectes, pour les animaux. Pour lutter contre les pucerons, eh ben, on fait confiance aux coccinelles. Et puis pour se prémunir des limaces, eh bien, on compte sur les hérissons ou les grenouilles. Si jamais on luttait de manière chimique contre les pucerons, ben, les larves de coccinelles, elles n'auraient plus rien à manger. Et du coup, elles ne reviendraient plus dans notre ferme. Et l'année suivante, on serait obligé d'utiliser des pesticides. Donc voilà, c'est ce genre d'idée qu'il faut absolument prendre de la nature pour cultiver différemment. Quand je me suis intéressé à ça, en 2010, j'ai découvert la ferme du Bec-et-Loing. C'est une ferme absolument incroyable en Normandie. C'est totalement inspiré de la permaculture.
C'est une ferme luxuriante, un espèce de jardin d'Éden. Elle est tellement productive qu'elle fait l'objet d'une étude de l'INRA qui prouve que sur 1000 mètres carrés plantés, ils arrivent à produire 50 000 € de chiffre d'affaires. C'est ce qu'ils ont fait l'année dernière. C'est énorme. 50 000 € de chiffre d'affaires sur 1000 mètres carrés, c'est 10 fois plus que dans l'agriculture conventionnelle. Et ce n'est pas la seule ferme qui fonctionne comme ça. Il y a beaucoup de fermes. Il y a une ferme impressionnante au Québec qui s'appelle la ferme de la Grelinette et qui fait beaucoup d'émules. Du coup, comme j'étais convaincu de la pertinence et de la puissance du projet, je suis allé voir le directeur de recherche de l'INRA qui mène cette étude au bec et loin, et je lui ai demandé comment est-ce qu'on pouvait aider à dupliquer ce type de ferme sur les territoires. Alors lui m'a dit que ce qui était intéressant pour lui en tant que chercheur, c'était évidemment de pouvoir suivre une ferme en rythme de croisière, comme celle du bec et loin, qui donne de vrais espoirs en termes de production saine et intensive. Mais que ce qui était intéressant pour lui aussi, c'était de pouvoir suivre une ferme en phase d'installation, parce que c'est une période un petit peu compliquée. C'est d'ailleurs cette période qui sert d'alibi à beaucoup de syndicats, beaucoup de lobbies agricoles, pour ne rien changer au modèle en place. Et ce modèle en place, il est complètement à bout de souffle, non? En 50 ans, on a perdu 1,5 million de fermes en France. Dans le même temps, on est passé de 10% d'agriculteurs à 2% d'agriculteurs. On a perdu entre un tiers et la moitié de toute la matière organique de nos sols. Et ça, on n'a aucune formule magique pour le récupérer. Le modèle de demain, il devra nécessairement polluer moins, consommer moins de ressources et employer plus de gens. Et ça, pour employer plus de gens, il va falloir nécessairement que des gens de la ville acceptent de retourner habiter à la campagne. Pour recréer, pourquoi pas, des écosystèmes humains équilibrés dans les villages abandonnés de France. Alors ça, je me voyais bien le dire, moi, depuis mon petit univers parisien, mais j'avais jamais planté une tomate. J'étais pas sûr d'être complètement crédible. Et du coup, j'ai décidé, puisque l'aventure me tentait aussi, de moi-même me lancer dans l'expérience. À l'époque, je dirigeais une maison d'édition. Je faisais des planches pédagogiques sur le développement durable. Je travaillais avec Louis-Albert Debreuil, que vous connaissez peut-être sous le surnom de Prince Jardinier. Il a créé le Conservatoire national de la tomate, à quelques kilomètres d'ici, avec 650 variétés de tomates. On a décidé ensemble que cette ferme expérimentale, on la ferait chez lui, sur 1,4 hectare. Et donc je suis parti, je me suis formé en maraîchage biologique, j'ai été visiter beaucoup de fermes, on a monté une équipe, et puis on a créé l'association Ferme d'Avenir. Et on a défini un pari et des objectifs. Le pari d'abord. Le pari, c'est prouver scientifiquement que l'agroécologie peut être plus rentable que l'agriculture conventionnelle. Ça, on en est sûr, on va essayer de le faire, et c'est ce qu'on est en train de faire sur cette ferme. Notre ferme, sur 1,4 hectare, elle va coûter moins cher qu'un tracteur. Et elle ne consommera pas de pétrole. Si tout marche bien, à l'année 4, on sera à l'équilibre économique et on aura créé 3 emplois sur 1,4 hectare. À titre de comparaison, 3 emplois en maraîchage conventionnel, c'est plutôt sur 9 hectares. Donc on peut employer 6 fois plus de monde grâce à ce type d'agriculture. Nos objectifs maintenant. Le premier objectif, c'est de donner aux chercheurs de l'INRA tous les chiffres dont ils ont besoin pour évaluer le modèle économique. Donc on note tout à la ferme. On note le temps de travail, le coût, l'évolution de la productivité, et eux, ils rentrent ça dans leur moulinette et ils mettent ça en miroir du modèle traditionnel. Le deuxième objectif, c'est de créer une boîte à outils qui permettrait à toute personne qui le souhaite de reproduire cette expérience, de reproduire ce type de ferme. Parce qu'en fait, c'est ça une des vraies révolutions du projet. En tout cas, une des vraies révolutions que peut apporter la permaculture, c'est de dire qu'on n'a plus besoin de 50 ou 100 hectares pour s'installer et devenir agriculteur. On peut le faire dès 1 ou 2 hectares. Et ça change tout, parce que 1 hectare ou 2 hectares, ça se trouve partout. Il y a beaucoup de propriétaires fonciers, que ce soit des particuliers, des entreprises, des collectivités locales, qui seraient donc prêts à mettre 1 ou 2 hectares à disposition, par exemple pour fournir de la cantine de l'école. Le troisième objectif, c'est pas le plus simple, c'est évaluer les services écosystémiques rendus par ce type d'agriculture. En gros, on dit qu'un agriculteur, il n'est pas là juste pour produire de la nourriture. Un agriculteur, il préserve la biodiversité, il entretient la qualité de l'eau, il cultive la santé des gens quand il fait des bons produits, il séquestre du carbone, il façonne les paysages, il crée des dynamiques sur le territoire. C'est super compliqué d'évaluer ce que ça représente. Imaginez 2 systèmes. Un système où on a des vers de terre qui créent gratuitement de la fertilité. Et un autre système où on n'a plus de vers de terre et où il faut faire cette fertilité artificiellement. Combien de sous il faut pour égaler l'efficacité des vers de terre ? Dans la même veine, vous savez sans doute qu'en ce moment, on vit une grosse extinction des abeilles. Et en Chine, en ce moment, ils sont en train de payer des gars qui vont polliniser à la main des pommiers dans les vergers. C'est complètement absurde, non ?
Donc, pour évaluer tout ça, avec l'association, on a créé un comité scientifique qui évalue les impacts positifs et qui essaie de chiffrer. Et si on y arrive, on pourra convaincre les politiques qu'il est bien plus intelligent de financer maintenant ce type d'agriculture plutôt que de payer dans quelques années des fortunes pour réparer les dégâts. Et d'ailleurs, ils n'ont pas besoin d'attendre nos chiffres pour commencer. Les perturbateurs endocriniens, ça vous parle sans doute, ça coûte 80 milliards par an à la France. C'est juste dû aux pesticides. On dit qu'on n'a pas les sous pour arrêter les pesticides. Mais en fait, si on arrête les pesticides, on économise 80 milliards. Donc on peut financer ça dès maintenant. Vous comprenez, on essaie de donner une dimension sociétale, voire politique même un petit peu à notre projet. Et donc, on essaie de l'inscrire dans une réalité économique, parce que c'est la seule condition à laquelle on va pouvoir le répandre et le dupliquer sur les territoires. Et donc, quand on dit ça, il y a un chiffre qu'il faut avoir en tête. C'est que 70% des fruits et légumes en France sont vendus en grande surface ou en hard discount. Et donc, dès le départ, on a voulu associer dans cette démarche la grande distribution, parce qu'on ne pourra pas changer le modèle agricole s'ils ne viennent pas avec nous. Donc, on est allé les voir, et chose surprenante, ils nous ont bien accueillis. Enfin, surprenant. C'est pas complètement surprenant, parce que quand on est allé les voir, c'était la crise des lasagnes à la viande de cheval. Donc du coup, ils étaient en train d'essayer de trouver des solutions pour reconquérir leur public, pour travailler sur la traçabilité de leurs fournisseurs. Donc c'était peut-être un peu de la com, mais pas que, parce qu'en fait, économiquement, c'est très rentable pour eux, c'est logique. Aujourd'hui, ils achètent des tomates qui viennent d'Espagne. Ils savent très bien que quand le baril de pétrole vaudra 300 ou 500 $, les tomates espagnoles seront plus du tout compétitives avec des tomates locales, même bio. Donc voilà, donc très concrètement, on a lancé cette ferme il y a 1 an et demi. On tient nos objectifs, on est très satisfait de voir que la nature est généreuse quand on prend soin d'elle, elle nous le rend bien. Moi j'ai découvert un métier, je suis devenu maraîcher, j'ai mis les mains dans la terre. C'est un métier qui est passionnant, on fait beaucoup de choses, on est au grand air. Moi j'ai perdu 5 kilos, je suis bronzé toute l'année. Et je suis assez content. Après, il ne faut pas idéaliser non plus le métier d'agriculteur, il y a pas mal de choses qu'il faut encore inventer. Le métier d'agriculteur est quand même compliqué. Il faut être assidu, il faut être bon techniquement, il faut être assidu, il faut gérer ses factures, il faut avoir la pêche tout le temps, il faut bien vendre, bien acheter. Enfin, c'est quand même un métier très complet, très complexe. Enfin, il faut être un petit peu un Superman. Et si jamais on veut créer 200 ou 500 000 emplois dans l'agriculture, on ne trouvera pas 200 ou 500 000 Superman volontaires. Et donc, voilà, il y a pas mal de métiers à inventer, et on en a un, on a pensé à quelque chose. Attention, c'est un peu un gros mot. On s'est dit qu'il y a un métier qui n'existe pas aujourd'hui et qui existera demain, c'est le métier de manager de ferme. On pense qu'un entrepreneur bien motivé peut tout à fait créer 5 à 10 micro-fermes comme celle qu'on a créée à la Bourdaissière. Et il mutualiserait ainsi beaucoup de choses. Il mutualiserait l'administratif, la commercialisation, il pourrait mutualiser des outils, un tracteur, un broyeur, une unité de transformation, pourquoi pas. Ce métier, on l'a appelé payiculteur, parce qu'on pense que c'est quelqu'un qui va cultiver un pays, qui va cultiver quelque chose de très local, qui va s'impliquer sur son territoire. Et ça, c'est quelque chose qui manque. Donc voilà, c'était un petit peu le projet dont je voulais vous parler ce soir. Et il me semble que tout le monde, on peut tous participer à cette dynamique. Il y a pas mal de gens qui sont en recherche de sens, qui se disent que dans leur travail, ils ne savent pas vraiment à quoi ils servent à la société, et qui aimeraient peut-être, pourquoi pas, habiter à la campagne. Eh bien, ils peuvent essayer de devenir payiculteurs, maraîchers, à temps partiel, pourquoi pas. Ils peuvent inventer d'autres métiers, dans la distribution, dans la transformation. Ceux qui n'ont pas forcément envie de changer de métier, vous pouvez toujours consommer local et bio. C'est super important. On dit que consommer bio, ça coûte cher. Mais en fait, ça coûte pas cher. C'est juste que la malbouffe est complètement subventionnée, vous le savez. On la paye plusieurs fois, on la paye dans nos impôts, avec la PAC, avec les dépenses de santé induites. Et puis, il y a un autre levier qui est important, c'est financer ce type d'activité. Parce que les banques conventionnelles n'aiment pas, enfin, les banques conventionnelles aiment l'agriculture conventionnelle. Et donc, il y a quelques années, en découvrant ça, j'ai monté une plateforme de financement participatif qui s'appelle Bluebees. Et on permet à des internautes, à des citoyens, selon les projets, soit de donner, soit de prêter à des projets de ce type-là, des projets d'agroécologie. Et grâce à ça, quand vous prêtez, vous pouvez toucher 2 à 3% d'intérêt. C'est 2 fois, 3 fois le livret A. C'est quand même mieux que de laisser son argent à un banquier qui va financer des plateformes offshore en Antarctique, non? Donc, avec votre matière grise, avec vos bras, avec votre portefeuille, avec votre assiette, vous pouvez tous participer à ce mouvement. Et pendant ce temps-là, nous, on va continuer d'expérimenter, de créer des projets, de développer des emplois et de faire du lobbying auprès des politiques
pour qu'ils accompagnent ce mouvement avec des politiques incitatives, des aménagements fiscaux. On est peut-être moins fort que les lobbies, on a moins d'éléments de persuasion que les lobbies alimentaires, mais on est tellement plus nombreux. Et le monde qu'on promeut est tellement plus désirable, non? Franchement, un monde dans lequel on réconcilierait la nature et la ville, le travail et le plaisir, l'alimentation et la santé. Victor Hugo a dit « Il est triste de songer que la nature parle et que l'homme n'écoute pas ». Mais je vous propose, une fois n'est pas coutume, qu'on fasse mentir Monsieur Hugo et que tous ensemble, on construise une société de bon sens, un monde résilient et fertile. Merci. Le jardin, étymologiquement, c'est un enclos destiné à protéger le meilleur. Le jardin, c'est aussi un espace pour semer et pour s'aimer. Le jardinier, courbé, qui regarde la terre, qui la travaille, il va donner, il va aussi recevoir, et il console l'humanité d'une partie de ses maux. Je suis ce qu'on appelle un entrepreneur social. Ça veut dire que j'ai été formé en sociologie et au travail social, mais je n'ai jamais véritablement fait ce travail-là, j'ai toujours monté des entreprises dites solidaires. Ça ne fait pas de vous pour autant un chef d'entreprise, puisque les chefs d'entreprise se disent « il est bizarre ce type ». Au même titre qu'un agriculteur dit « c'est quand même un drôle de loustique jardinier ». Au même titre que les sociologues et les travailleurs sociaux disent « il ne fait plus partie tout à fait du truc puisqu'il est devenu entrepreneur ». Mais je voulais simplement faire passer déjà le message à tous ceux qui s'intéressent à ces entreprises sociales et solidaires que l'entrepreneuriat social, on prend vraiment beaucoup de plaisir et je suis très heureux de pouvoir faire ce métier. Tout a commencé il y a très longtemps, mais d'abord en montant ce qu'on appelle un jardin de cocagne. Un jardin de cocagne, c'est une exploitation maraîchère en agriculture biologique qui fait travailler des publics en difficulté de toute nature, recrutés sur un territoire et qui ont un job très particulier. Ils vont produire des paniers de légumes biologiques qu'ils vont distribuer à des adhérents consommateurs, des gens comme vous et moi, qui savent tout de suite et qui comprennent tout de suite ce que veut dire bio, local et solidaire. Tout ça a commencé dans une région un peu oubliée des dieux dont je suis originaire, qui s'appelle la Franche-Comté. Elle est connue pour son comté et son côté très rural. Elle est aussi connue pour son industrie automobile. Mais moi, ce que j'en retiens surtout, c'est qu'elle est aussi remplie d'utopistes qui m'ont rempli mon enfance et mon adolescence. Proudhon, Fourier, Proudhon, Considérant, Ledoux, Courbet. Et là, vous avez une vue de comme quoi il y avait déjà du lien entre les utopistes, puisque c'est Courbet qui peint Proudhon. Tout ça, ça aurait pu rester une petite initiative provinciale, mais à un moment donné, je me suis retrouvé un espèce de nomade jardinier qui devait répondre à des demandes qui venaient de partout, parce qu'il y a eu une couverture presse assez relativement importante de ce premier jardin de cocagne. Donc je me suis vraiment planté, si je puis m'exprimer ainsi, pour mon retour à la terre, puisque je me suis retrouvé à passer beaucoup plus de temps dans les TGV, à aider des tas de porteurs de projets. Mais c'était magnifique de faire toutes ces rencontres d'agriculteurs qui avaient envie de changer de vie, de pouvoirs publics qui avaient envie d'orienter différemment les choses et qui avaient envie de monter des entreprises qui puissent correspondre aux gens en difficulté sur leur territoire. Toute une série de gens qui avaient envie et qui m'ont passionné, que j'ai accompagné. Et tout ça, je n'ai pas le temps d'en faire toute l'histoire, mais ça donne aujourd'hui 130 jardins de cocagne en activité et pratiquement 25 000 paniers qui sont livrés chaque semaine à des adhérents consommateurs et plus de 5 000 personnes qui ont retrouvé une activité, qui travaillent dans ces jardins de cocagne. 4 500 dits en insertion et puis 800 qui sont
des personnels dits d'encadrement. Accepter de gérer un jardin de cocagne, c'est une drôle d'aventure. C'est une drôle d'aventure parce que c'est un projet qui est à la fois économique, qui est à la fois écologique et qui est à la fois social. Et une fois qu'on a dit ça, on a cité les 3 grandes sœurs ennemies du développement durable qui se détestent mais qu'il faut faire cohabiter. Donc, il faut apprendre à devenir ce qu'on appelle un gestionnaire de tension. Et vous serez toujours frustré, en interne et en externe. Frustré par vos collaborateurs qui se disent « mais ils nous emmerdent toujours à vouloir changer des choses et puis de vouloir d'être dans la stabilité » et puis des partenaires extérieurs qui ne savent absolument pas dans quelle case vous rangez. Mais voilà pourquoi on a fait ce travail autour de devenir des gestionnaires de tension. Mais parce qu'on pense que l'humanité le mérite. Parce que l'humanité, dans une période inédite aujourd'hui, notre humanité est traversée par une économie cannibale et financiarisée qui ne sait plus créer de richesse sans créer autant de pauvreté dans un effet centrifugeuse. Si vous rajoutez à ça des problèmes écologiques majeurs dont je vous ferai grâce et dont on va parler beaucoup dans quelques semaines, avec des problèmes énergétiques, des problèmes démographiques, vous obtenez un cocktail invraisemblable qui fait qu'à un moment donné, on peut considérer qu'effectivement, on est dans une période inédite que l'humanité n'a jamais rencontrée. Et en plus de tout ça, après 25 ans d'histoire, ces jardins de cocagne, eux aussi, rencontrent toute une série de difficultés et sont en pleine mutation. Et cette mutation, elle est liée à des baisses d'intervention publique, où là, on s'aperçoit qu'effectivement, les pouvoirs publics, malgré toute la bonne volonté qu'ils ont, n'ont plus les moyens d'endiguer toutes ces vagues de pauvreté et d'exclusion. Il y a des nouvelles montées de chômage et d'exclusion en permanence. Il n'y a pas que les chiffres du chômage qui comptent en la matière. Et cerise sur le gâteau, les paniers de légumes, v'là-t-il pas que tout le monde se met à vendre des paniers de légumes. La grande distribution, le secteur agricole, etc., etc. Donc une hausse de l'intensité concurrentielle quand même relativement importante. Donc il faut se bouger dans ces moments-là. Il y a une humanité qui ne va pas, puis des jardins qui à un moment donné étaient une très belle histoire, mais qu'il faut quand même faire durer. Et en l'occurrence, on a essayé de réagir par un triptyque stratégique autour pour penser à notre avenir. D'abord, tout près d'ici, en créant ce qu'on appelle la maison cocagne. La maison cocagne, vous y êtes tous invités, il y en a certains des gens qui sont déjà venus. Ça va être un jardin, ça va être un lieu, c'était déjà un jardin, il y a déjà 30 personnes qui travaillent, il y a déjà des adhérents consommateurs, il y a des clients dans la salle d'ailleurs. Et puis à un moment donné, c'est aussi un lieu de recherche et développement et un lieu de formation. Ça va être la maison mère de tout cocagne et effectivement de partager avec tous nos partenaires. La deuxième chose, ça va être de se bouger un petit peu pour aller chercher d'autres modes de financement. Donc on a créé le groupe Cocagne qui permet d'aller lever des investisseurs et trouver des dons. Et en l'occurrence aujourd'hui, s'il n'y a plus d'argent chez les pouvoirs publics, il y en a encore un petit peu dans les entreprises et il y en a encore un petit peu chez les citoyens. Vous savez d'ailleurs que les Français sont des gros, mettent beaucoup d'épargne de côté. Donc on voudrait les alléger un tout petit peu. En ce qui concerne la troisième chose, c'est qu'effectivement, il faut un rapprochement très important avec le monde de l'entreprise. Ce monde de l'entreprise, dans ce moment, je parlais de période inédite, d'humanité qui rencontre une période inédite, il faut inventer des alliances inédites. Et ces alliances inédites que nous invitons à faire, c'est-à-dire modestement, ces petites structures d'insertion solidaire qui s'appellent des jardins de cocagne, c'est un mixte d'intelligence territoriale qui rapproche les pouvoirs publics, qui rapproche les citoyens et qui rapproche les entreprises. Et il n'y a pas tant d'initiatives qui sont capables de le faire. Parce que les pouvoirs publics, les citoyens, les entreprises, c'est comme mes 3 sœurs ennemies de tout à l'heure. On ne peut pas dire que les pouvoirs publics ont une vision idyllique de l'entreprise, qu'ils leur rendent bien. En même temps que les citoyens peuvent aussi dire toute une série de mauvaises appréciations des deux autres. Mais pour autant, c'est la nature du projet, le sens sur le territoire,
qui va donner la possibilité à ces gens qui naturellement n'auraient pas fait d'alliance d'aller et de le faire. Mais pour faire des alliances, encore faut-il bien se connaître, se reconnaître, s'apprécier, casser les représentations dégradées qu'on a des uns des autres. Et donc, ce que l'on invite à faire, et là, je vais vous montrer quelques images, quelques slides là-dessus, de grandes entreprises qui ont sauté le pas, qui ont décidé de se rapprocher de Cocagne pour essayer de voir comment on pouvait faire quelque chose ensemble. Donc, dans un premier temps, avant de faire des grandes théories, avant de faire des grandes alliances, avant de faire de la co-construction, c'est-à-dire monter des futures entreprises ensemble demain, il faut tout simplement se mettre au travail. Et là, vous avez un cabinet de consultants spécialisé dans la fusion-acquisition internationale en train de bouger des pierres et de faire un aménagement paysager. Vous avez là une grande entreprise, on m'a dit, il ne faut pas les citer, donc une grande entreprise qui fabrique de l'électricité en France et qui est en train de planter des arbres dans des vergers qu'on est en train de mettre en place. Vous avez ici une grande entreprise du luxe en France qui vient apprendre, des cadres sup, apprendre avec des femmes en insertion dans le sud de l'Essonne à confectionner des bouquets bio, locaux et solidaires. C'est ce qu'on a fait de ce projet qui s'appelle Fleurs de Cocagne. Là aussi, je n'ai pas le droit de citer les noms, mais il y en a dans la salle, on a aussi des relations très abouties avec des entreprises, des grandes entreprises qui vont nous aider à concevoir un restaurant dans cette maison Cocagne. Un restaurant, il ne s'agit pas de réinventer n'importe quoi, mais quelque chose d'un concept qui ressemble à Cocagne, toujours avec ce côté social, toujours avec ce côté écologique, toujours avec ce côté économique. Moi, ce que je voulais aussi vous attirer votre attention, c'est sur cette photo. Ça, c'est une équipe dite en insertion sur un jardin. Cette équipe qui vient de recevoir une grande entreprise, et les femmes et les hommes qui la constituent, ceux de Fleurs de Cocagne, racontent toujours la même chose le lendemain. Enfin, on a pu rencontrer, on a eu une mise en scène possible avec des grands cadres d'entreprise qui ne nous ont pas pris pour des moins que rien, qui nous ont appréciés, à qui on a même appris à confectionner des bouquets, avec qui on a créé véritablement des liens. Les gens de la grande entreprise ne raconteront plus de bêtises sur tous ces gens en insertion, qui seraient, selon certains, un ramassis de feignants qui veulent glander avec des minima sociaux. Vous êtes un feignant quand vous venez à 7 h du matin, courbé, faire un gros travail dans un jardin de Cocagne? Absolument pas. Et donc, à un moment donné, ces gens-là, la suprême difficulté qu'ils rencontrent, c'est qu'à un moment donné, la pauvreté et la misère vous amènent dans un truc incroyable, c'est que vous finissez par vous détester vous-même. Et il faut réapprendre à s'aimer. Et quand je dis réapprendre à s'aimer dans un jardin, ce n'est pas qu'un jeu de mots, c'est aussi à un moment donné, on ne peut rien envisager dans sa vie si à un moment donné, on ne peut pas retrouver un minimum d'estime de soi. Donc, toutes ces entreprises qui viennent, j'aurais pu en citer encore d'autres, pardon, je vais trop vite, des exemples, certaines viennent aujourd'hui, parce qu'elles nous connaissent bien, chercher des futurs collaborateurs. Je pense à des hypermarchés. Je pense à d'autres avec qui on a atteint des degrés très importants avec l'entreprise que j'appelle de co-construction. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un coup, on n'est pas dans un one-shot, on est en train d'en prendre pour 15 ans et 20 ans ensemble. Et je pense à un grand groupe avec lequel nous montons des nouveaux jardins de Cocagne sur des délaissés qui sont des délaissés de terrain en bordure d'autoroute dans différents endroits de France et qui se déclinent différemment. Quand c'est en région centre, ça sera un jardin de Cocagne. Quand c'est dans le sud de la France, on est en train de planter des oliveraies, etc. Donc vous voyez bien tout le bénéfice pour l'entreprise et tout le bénéfice pour Cocagne. Et en l'occurrence, je voulais simplement dire, pour conclure, que sur ce plateau de Saclay, si Cocagne est venu, c'est toujours pour continuer son métier. Continuer son métier d'aller au plus près des grands exclus, de leur retrouver une fonction, de leur retrouver un travail, de les accompagner. On ne peut pas le faire seul, il faut le faire avec ses alliances. Et je voulais simplement dire que ce plateau de Saclay qui est en train de rassembler, on en a vu un joli fleuron aujourd'hui, toutes ces grandes entreprises
qui peuvent laisser penser à un moment donné que l'avenir ne sera que technologique. Je suis simplement modestement venu vous dire, l'avenir ne sera pas que technologique. Il y aura besoin de solidarité, il y aura besoin de bienveillance et il y aura besoin de liens. Alors, comme on dit à Cocagne, ensemble, cultivons la solidarité. À Albi, la brique rouge imprègne l'histoire de la ville, son passé. Mais pour l'avenir, la cité épiscopale a choisi le vert, celui de l'abondance. D'ici 2020, elle veut conquérir son autosuffisance alimentaire, autrement dit, produire localement de quoi nourrir elle-même ses 50 000 habitants. Et un homme est prêt à relever ce défi, Jacques Morla. Allez, le dernier pied. Ancien chef d'entreprise, il s'est lancé dans l'aventure il y a 2 ans. Sur son exploitation de 2 hectares, il fait pousser une 60aine de légumes différents. Ouais. Là, c'est des patates douces, par exemple. Il y a des petits pois, des courges, il y a des pommes de terre là-bas plus loin, précoces. Jacques Morla loue ce terrain à la mairie pour une bouchée de pain. 80 € par an et par hectare. En échange, il s'engage à ne cultiver que du bio. Quant à sa production, il doit la vendre dans un rayon d'une 20aine de kilomètres maximum. Je cultive donc et je vends localement. Donc le bilan carbone de mes légumes est vraiment très très faible. Ça me paraît aberrant de faire venir des légumes qu'on peut cultiver ici, localement, de les faire venir de l'autre côté de la planète, tout simplement. L'exploitation de Jacques Morla se trouve à une dizaine de minutes du centre-ville d'Albi, dans cette zone maraîchère. Pour son objectif d'autosuffisance, la mairie préempte les terrains et les confie à de jeunes agriculteurs, comme Dominique Anaïs. Il y a 2 mois, la jeune femme a quitté Paris et son emploi dans l'industrie pour planter des légumes de toutes sortes. Première étape, elle doit préparer son terrain. Je me sens confiante dans cette tâche, même si elle paraît difficile. J'ai le sentiment de contribuer à aller dans le bon sens. Autosuffisance en 2020, on va voir, ça sera peut-être 2019, ça sera peut-être 2021-22. Bonjour Monsieur Boite. Pour l'adjoint au maire chargé du dossier, l'objectif de 2020 vise surtout à faire bouger les mentalités. C'est correct, hein. Je ne suis pas complètement idiot et je me doute bien que d'ici 2020, tout ne sera pas mis en place. Néanmoins, c'est faire prendre conscience à toute la population que peut-être en réorientant leurs achats eux-mêmes vers du local, ils peuvent favoriser ce que nous mettons en place. Et bonjour. Et la demande est là. À peine cueillis, les légumes de Jacques Morla sont déjà vendus. C'est bien d'avoir contact avec un producteur et d'avoir des produits frais surtout. C'est un goût qu'on retrouve, le goût de notre enfance, enfin des légumes d'antan. Ce qui est important, c'est d'avoir une autosuffisance locale. Donc si on ne les encourage pas, comment on y arrivera, quoi. Des maraîchers d'un côté, des jardins partagés de l'autre. À Albi, une révolution verte est en marche. Pas un quartier sans un massif de légumes. Au pied des immeubles, dans les anciens abattoirs, ou plus surprenant encore, sur les rebords des fenêtres. Dans cette jardinière, Sabine Guida a planté toutes sortes d'aromatiques. Pour sa consommation personnelle, mais surtout pour celle des passants. Des écriteaux les incitent à se servir gratuitement. Vous avez la capucine, les feuilles se mangent en salade, le thym, l'amande qui est arrivée toute seule dans la jardinière. Il y a quelqu'un qui l'a plantée à ma place. Oui, oui. Sabine Guida a même investi la fenêtre de sa voisine. Elle l'a autorisée à y planter des fraises. La jeune femme, surveillante dans un lycée, fait partie d'un mouvement citoyen, les Incroyables Comestibles, dont l'objectif est de s'approprier les espaces verts pour y faire pousser des légumes à la disposition de tous. Ça crée du lien dans le quartier. J'ai rencontré des voisins que, à part leur dire bonjour, je leur disais rien d'autre. Et maintenant, on parle de la jardinière et puis on parle d'autre chose aussi maintenant et c'est convivial. Bon, alors, on peut être utile aujourd'hui là? Eh ben écoute, on a encore plein de plans à mettre en terre là. Un peu plus loin à l'université, les bénévoles ont carrément investi les espaces verts. Une fois par semaine, ils se retrouvent pour l'entretien de leur jardin. À leur manière, ils contribuent à l'objectif d'autosuffisance alimentaire. On fait des jardins et on se relie ensemble à
à créer une nouvelle façon de penser la nature en ville. C'est ce qui va nous permettre de pousser les gens à promouvoir le consommer local. Là aussi, les légumes sont gratuits à la disposition de tous, des bénévoles comme des passants. Raphaël vient de manger des framboises, on a mis des graines de radis. Voilà, ça marche dans tous les sens. Ça aide vachement parce qu'en supermarché, les prix, c'est pas toujours ce qui nous va, quoi, nous étudiants. Puis là, au moins, ça fait plaisir parce que c'est nous qui l'avons fait pousser et on sait vraiment d'où ça vient, quoi. Planté il y a 3 ans, le jardin de l'université permet aujourd'hui à une 50aine d'étudiants de manger bio. Une éducation au bon goût qui, ici, commence très tôt. Bonjour Denis de Montpion. Bonjour. Vous êtes journaliste à l'Obs et dans votre enquête, vous montrez bien que se convertir à l'agriculture bio, c'est possible. C'est possible, mais ça demande du temps. Pourquoi ? Ça demande du temps parce que on est aujourd'hui dans une situation où pas mal de sols sont saturés de pesticides, d'insecticides, d'intrants, de tous ces produits phytosanitaires qui ont fait la fortune de certains producteurs depuis les années 70-80. Et eh bien, les sols ont besoin de se reposer. D'ailleurs, il y a des régions, je pense au Lot-et-Garonne, où par exemple, vous visitez certains coins de ce département, eh bien, l'agriculture se fait hors sol, c'est-à-dire que les sols sont recouverts de toiles, on les laisse des années et des années reposer, et les tomates, les fraises, etc., et autres concombres également, poussent dans des bacs à 1 mètre de distance du sol, ce qui est totalement incroyable dans une région comme la France, qui est quand même riche pour son agriculture et ses températures. Alors ça demande des sacrifices aussi pour les agriculteurs, parce que 1 hectare d'oignons bio, vous écrivez qu'1 hectare d'oignons bio, c'est 500 heures de travail, alors que 20 heures suffisent dans l'agriculture classique. Ben oui, effectivement, puisque comme cet agriculteur de Lens que j'ai rencontré, et tant d'autres, que ce soit dans le Cher, la Nièvre, etc., en effet, il y a une chose qu'ils ne peuvent pas faire quand on produit des oignons ou des carottes bio, c'est désherber avec évidemment des produits toxiques, des herbicides. Donc, effectivement, ça nécessite de la main-d'œuvre. D'ailleurs, cet agriculteur et son fils, qui a 17 ans, racontent que le matin, il faut se lever à 6 heures et de 6 heures à midi, être dans les champs à désherber les hectares d'oignons. Alors évidemment, ça nécessite du temps, de la main-d'œuvre, de l'abnégation. Mais bon, c'est pour. Et de l'investissement. Et tout ça, ça coûte effectivement plus cher. Est-ce que le consommateur aujourd'hui est prêt à dépenser plus d'argent pour mieux s'alimenter ? Alors écoutez, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'ailleurs dans l'Obs de cette semaine une interview de Mélanie Laurent et Cyril Dion, qui donc ont réalisé ce film Demain, qui risque d'être primé d'ailleurs en fin de semaine, et qui est un petit peu sur ce retour un peu à la terre. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il montre bien, ainsi que les agriculteurs d'ailleurs, comment un produit bio que vous allez acheter, mettons 10 €, si vous le payez moins cher en conventionnel, c'est-à-dire quand un produit a poussé avec des intrants, etc., vous le payez de toute façon d'une autre manière. Comment ? Sur le plan environnemental, puisque ensuite il faut nettoyer les sols, sur le plan de la santé, souvent, sur le plan de l'emploi, parce que si un agriculteur bio fait appel à de la main-d'œuvre, eh bien, le conventionnel, lui, certes, il fera cette économie-là, mais on le paiera, nous, consommateurs, de toute façon. Chez Pôle emploi. Quand vous avez plus de 6 millions de chômeurs, évidemment, vous voyez, on a fait le calcul d'ailleurs, il y a, avec l'agriculture bio, on pourrait avoir 600 000 personnes qui auraient aujourd'hui du travail en plus. Ce n'est pas rien quand même. Merci beaucoup Denis de Montpion. Donc ce dossier, la nouvelle vague bio à découvrir. Sans compter que les produits sont meilleurs. Dans l'Obs, ça c'est indéniable.